Le 31 janvier 1983, à 20h30 précise, dans une chambre d'hôpital anonyme de Nantes, le cœur de Louis-Germain David de Funès de Galarza s'arrêta net. 68 ans. Une hémorragie cérébrale massive consécutive à une nouvelle crise cardiaque. Le roi incontesté, le tyran adoré, le génie absolu de la comédie française venait de rendre son dernier souffle. À Paris, à Lyon, à Marseille, dans les villages les plus reculés, les gens allumèrent la télévision et apprirent la nouvelle avec la même incrédulité qu'on ressent quand un membre de la famille disparaît brutalement. La France entière pleura. Les journaux titrèrent sur 3 colonnes « Louis de Funès est mort ». Les cinémas fermèrent leurs portes en hommage. Les écoles laissèrent les enfants regarder la grande vadrouille en classe. On raconta plus tard que, dans certains villages, les cloches sonnèrent à la volée comme pour un chef d'État. Et pourtant, 42 ans plus tard, en cette année 2025, quand on prononce son nom, on entend encore les portes claquer, les « monsieur furibonds, les grimaces inimitables, les yeux exorbités, les mains qui s'agitent comme des ailes de moulin à vent. Louis de Funès n'est pas mort. Il vit dans chaque rediffusion, dans chaque enfant qui imite le gendarme Cruchot, dans chaque adulte qui, devant les aventures de Rabbi Jacob ou l'aile ou la cuisse, retrouve soudain l'odeur des dimanches soirs d'autrefois, l'odeur du poulet rôti et du rire partagé en famille. Mais derrière les éclats de rire, derrière le génie comique, derrière le masque du comique le plus populaire que la France ait jamais connu, il y avait un homme secret, tourmenté, hypersensible, obsédé par le contrôle, rongé par la peur de la mort, par la culpabilité religieuse, par le besoin d'être aimé. Un homme qui passa les 15 dernières années de sa vie reclus derrière les hautes murailles de pierre du château de Clermont, au Cellier, au bord de la Loire, loin des caméras, loin de Paris, loin du bruit, loin de tout. Un homme qui fit rire plus de 300 millions de spectateurs et qui mourut sans laisser un centime de droit d'auteur à sa famille, sans laisser de fortune, sans même laisser une lettre à son fils aîné. Voici la grande chronique, la véritable saga, de Louis de Funès, une vie de génie, de silence, de secret, de gloire et de solitude absolue. Louis de Funès naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, dans un petit appartement au-dessus d'un café bruyant. Ses parents sont des immigrés espagnols arrivés en France au tout début du XXe siècle. Le père, Carlos Luis de Funès de Galarza, est un avocat sévillan issu d'une famille noble déchue. Il a enlevé la femme qu'il aimait, Léonore Soto Regras, fille d'un notable de Cadix, et ils ont fui l'Espagne ensemble. À Paris, la réalité les rattrape vite. Carlos n'a plus de titre, plus d'argent, plus de métier. Il vend des bijoux fantaisie sur les marchés, travaille comme employé de banque, puis disparaît un jour pour toujours, abandonnant femme et enfants. Léonore se retrouve seule avec 3 enfants à nourrir, Maria, Charles et le petit dernier, Louis. Elle fait des ménages, coud des vêtements, parle espagnol à la maison. Louis grandit dans la précarité, dans des logements exigus, changeant souvent d'adresse. Il est un petit garçon frêle, timide, bègue, hypersensible, complexé par sa taille, il ne dépassera jamais 1,64 m et par son accent espagnol qui le fait moquer à l'école. On l'appelle l'espagnol, le nain, le bègue. Il souffre. Il se cache. Il pleure dans les toilettes. Mais déjà, il observe. Il observe les gens avec une acuité terrifiante. Le concierge autoritaire, le professeur ridicule, le voisin radin, la boulangère qui pèse mal. Il imite leurs gestes, leurs voix, leurs manies. Il fait rire sa mère, ses frères, les enfants du quartier. Il découvre que le rire est une arme. Une revanche. Un moyen de survivre. Adolescent, il veut devenir pianiste de jazz. Il prend des cours, joue dans les bals, dans les bars. Il est doué. Très doué. Mais la guerre éclate. 1939 à 1945. Louis est réformé pour santé fragile, cœur trop faible, poumons fragiles. Tandis que d'autres partent au sto ou entrent en résistance, lui survit à Paris occupé en jouant du piano dans les cabarets enfumés, au bœuf sur le toit, au caveau de la Huchette, à la Rose Rouge. Il gagne quelques francs, dort sur des banquettes, fume comme un pompier, boit trop de café noir. Il rencontre des artistes, des comédiens, des musiciens. Il prend des cours de théâtre chez René Simon, le grand professeur. Il commence à jouer de minuscules rôles au cinéma. Un garçon de café, un employé de banque, un passant. Il n'a pas encore 30 ans, et déjà il vole chaque scène où il apparaît. Les réalisateurs le remarquent. Les critiques le trouvent trop nerveux, trop vulgaire, trop populaire. Le public, lui, adore. Il sent que cet homme-là dit quelque chose de vrai sur la France d'après-guerre. La peur, la mesquinerie, la rage de s'en sortir, la lâcheté quotidienne, la vanité des petits chefs. En 1945, le destin frappe enfin. En sortant du métro Anvers, il croise par hasard l'acteur Daniel Gélin qui lui dit « J'ai un petit rôle pour toi dans La Tentation de Barbizon. Tu veux essayer ?» Louis accepte. C'est le début. Pendant presque 20 ans,
il reste un second rôle génial. Il est le chasseur dans La Traversée de Paris avec Gabin, le braconnier dans Ni vu ni connu, le directeur dans Les Grandes Vacances, le contrebandier dans Le Tatoué. Il vole la vedette à tout le monde. Il éclipse Bourvil, Ventura, Gabin lui-même. Mais on lui refuse encore les premiers rôles. Trop petit, trop agité, trop risqué commercialement. Les producteurs préfèrent les beaux gosses, les héros tranquilles. Louis attend. Il ronge son frein. Il continue à observer, à accumuler, à peaufiner son art. Et puis arrive 1963. À 49 ans, il obtient enfin la tête d'affiche dans Pouic Pouic de Jean Giraud, aux côtés de Mireille d'Arc. Le film est un triomphe. Le public se déplace en masse. L'année suivante, 1964, est l'année miracle, l'année où tout explose. En seulement 6 mois, Louis de Funès tourne 3 films qui deviennent instantanément des monuments du cinéma français. Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Cornio avec Bourvil. 3 énormes succès la même année. Même Belmondo, même Delon, même Gabin n'ont jamais réalisé cet exploit. En quelques semaines, Louis de Funès devient la plus grande star du cinéma français. Son nom seul fait recette. Les salles sont pleines. Les enfants l'imitent dans les cours de récréation. Les adultes répètent ses répliques. Il est partout. Ce qui rend Louis de Funès absolument unique, c'est qu'il n'a jamais voulu être un héros classique. Il incarne le français moyen, râleur, mesquin, autoritaire, lâche, jaloux, obsédé par le contrôle, mais sauvé par une étincelle d'humanité, une faille, une tendresse cachée. Le gendarme Cruchot est ridicule, mais on l'aime. Le commissaire Juve est incompétent, mais on rit avec lui. Saroyan dans Le Grand Restaurant est tyrannique, mais on le plaint. Victor Pivert dans Les Aventures de Rabbi Jacob est raciste, antisémite, égoïste, et en 2 heures il devient un homme meilleur. Louis de Funès joue des personnages qu'on déteste et qu'on adore en même temps. Parce qu'on se reconnaît en eux. Parce qu'il les joue avec un génie physique inégalé, un sens du rythme parfait, une expressivité corporelle que personne n'a jamais égalée. Ses yeux qui sortent des orbites, ses mains qui s'agitent comme des ailes de moulin, sa voix qui monte dans les aigus quand il s'énerve, son corps tout entier qui devient un instrument comique. Il est le Polichinelle de la France moderne, comme l'a écrit son biographe Bertrand Dical. À moitié tyran, à moitié enfant, à moitié monstre, à moitié ange. Dans les années 70, au sommet de la gloire, Louis de Funès est l'homme le plus célèbre de France. Il tourne film sur film, La folie des grandeurs, Les aventures de Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, La zizanie, Le gendarme et les gendarmettes. Il remplit les cinémas comme personne. Il gagne des fortunes colossales. Il achète le château de Clermont en 1967 avec les bénéfices de La Grande Vadrouille, le plus grand succès du cinéma français jusqu'à l'arrivée de Titanic. Mais derrière la gloire, il y a l'épuisement. Il dort peu, travaille comme un forçat, exige la perfection absolue sur les plateaux. Il hurle sur les techniciens, corrige les dialogues, refait les prises 30 fois. Il est tyrannique. Il est terrifiant. Il est génial. Et puis, en mars 1975, le drame. 2 graves crises cardiaques en 15 jours. Il s'effondre sur le plateau de la VAR. Les médecins sont formels. Il doit arrêter le cinéma, arrêter le stress, arrêter tout. Pour un homme obsédé par le contrôle, c'est une sentence de mort lente. Il décide alors de fuir Paris, la foule, les caméras, le bruit. Il s'installe définitivement au château de Clermont, une magnifique demeure du XVIIIe siècle perchée au-dessus de la Loire, au Cellier, à 15 km de Nantes. 40 hectares de parc, des vignes, des bois, un étang, des rosiers à perte de vue. Des paons qui se promènent dans les allées. Là, le plus grand comique de France devient jardinier. Il se lève à l'aube, taille les arbres, plante des tulipes, des roses, des légumes, nourrit les canards, les oies, les paons. Il se promène seul sur les sentiers, les mains dans le dos, perdu dans ses pensées. Les habitants du village le croisent parfois. Il leur fait un petit signe de tête, poli mais distant. Il refuse les journalistes, évite les voisins, ferme les grilles à double tour. Seule sa femme Jeanne et leurs 2 fils, Patrick et Olivier, ont le droit de pénétrer dans son monde. Jeanne Barthélemy de Mons, sa seconde épouse depuis 1943, est une femme forte, volontaire, protectrice, autoritaire. Elle gère tout, les contrats, les scénarios, les choix artistiques, l'emploi du temps, les interviews. C'est elle qui impose Claude Jansac comme partenaire à l'écran, parce qu'elle sait qu'on peut lui faire confiance, qu'elle ne représente aucune menace. Derrière les murs du château, le couple affiche une harmonie parfaite aux yeux du monde. Mais la réalité est plus sombre, plus complexe. Jeanne règne sur la maison comme une générale. Louis s'échappe dans le travail, dans la religion, il est devenu profondément croyant, il prie tous les jours,
il a peur de la damnation et dans un amour secret. Dans les années 60, lors d'une émission de radio nocturne, il rencontre Macha Béranger, animatrice à la voix chaude, sensuelle, connue pour ses émissions sur l'amour et la solitude. Leur liaison dure plus de 10 ans. Il loue une suite à l'Hôtel Intercontinental à Paris rien que pour elle. Un refuge secret. Quand Jeanne découvre la vérité, elle choisit le silence plutôt que le scandale. Elle serre les dents. Elle surveille. Elle suit Louis partout, même sur les plateaux. Macha, comprenant la guerre silencieuse, disparaît avec élégance. Elle mourra en 2900 sans jamais avoir parlé publiquement de leur amour. Malgré les médecins, Louis revient au cinéma. L'aile ou la cuisse en 1976 avec Coluche, la zizanie avec Annie Girardot, la soupe aux choux en 1981 avec Jean Carmet, le gendarme et les extraterrestres. Chaque tournage est un combat contre la mort. Pas de scène de nuit, pas de longs déplacements, 2 heures de sieste obligatoire, oxygène à portée de main. Il tourne encore, il fait encore rire des millions de gens, mais l'homme derrière le masque s'éteint doucement. Il maigrit. Il tremble. Il a peur. Janvier 1983. Louis part en vacances aux Arcs avec Jeanne, ses fils et sa petite-fille Julia. Il déteste le froid, mais il veut voir l'enfant skier. Il est pâle, amaigri, vite fatigué. Il plaisante encore, mais ses yeux sont vides. De retour au château de Clermont, il peine à monter les escaliers. Le 27 janvier au soir, après une journée calme, il se plaint de vertiges et de douleurs dans la poitrine. Jeanne l'aide à s'allonger. Quelques minutes. Plus tard, il s'effondre. À 20h30, à l'hôpital de Nantes, Louis de Funès est déclaré mort. Une hémorragie cérébrale massive. Il avait 68 ans. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. La France entière est en deuil. Les chaînes de télévision interrompent leurs programmes. Les cinémas ferment leurs portes. Les écoles laissent les enfants regarder ces films. Le gouvernement propose des obsèques nationales aux invalides. Jeanne refuse catégoriquement. Elle veut la simplicité, la discrétion, le silence. Les funérailles ont lieu dans la petite église du Cellier, au bord de la Loire. Quelques amis seulement, Michel Galabru, Christian Fechner, Colette Brosset, Claude Jansac. Pas de caméra, pas de discours, pas de foule. Il est enterré dans le petit cimetière du village, face à la Loire qu'il aimait tant. Sur la tombe, juste son nom et les dates. Rien d'autre. Un fils manque à l'appel. Daniel, né en 1937 de son premier mariage avec Germaine Carroyer, divorcé en 1942. Louis l'a vu en secret pendant des années, lui apportant des disques de jazz, des livres, lui apprenant à dessiner. Mais Daniel n'est ni invité aux obsèques, ni mentionné dans le testament. Il apprendra la mort de son père à la radio. Il ne m'a rien laissé, dira-t-il plus tard avec amertume. Pas un mot, pas un sou, pas même un adieu. Mais j'ai survécu. Daniel mourra lui aussi d'une crise cardiaque en 2017, à 80 ans. Et puis il y a la grande énigme, celle qui choque encore aujourd'hui, la fortune disparue. Louis de Funès a tourné plus de 140 films, vendu plus de 300 millions d'entrées rien qu'en France. Comment est-il possible qu'il ne laisse presque rien à sa famille? La réponse est à la fois simple et tragique. Louis n'a jamais cru aux droits d'auteur. Ayant connu la misère dans son enfance, il voulait son argent tout de suite, en liquide, en chèque. Il refusait les pourcentages sur les recettes futures. Il voulait être payé rubis sur l'ongle, immédiatement. Résultat, ces films continuent de rapporter des dizaines de millions d'euros chaque année à Gaumont, à TF1, aux chaînes du monde entier, mais rien ne revient à ses héritiers. Le château de Clermont, son seul grand bien, est vendu dès 1986 à une association pour personnes handicapées. Jeanne n'a plus les moyens de l'entretenir. Les 40 hectares, les vignes, les jardins, tout disparaît. Aujourd'hui, le domaine appartient à une fondation. Les jardins sont à l'abandon, les vignes ont été arrachées. En 2024, le parc a failli être vendu à un promoteur immobilier. Les habitants du Cellier se sont mobilisés, pétitions, manifestations, lettres au président de la République. Finalement, la région Pays de la Loire a préempté le terrain pour le préserver. Mais l'avenir reste incertain. Des querelles juridiques, des procès, des associations qui se battent pour que le parc reste ouvert au public. Comme si l'esprit de Louis, éternel perfectionniste, refusait encore de reposer en paix. 42 ans après sa mort, Louis de Funès n'a pas laissé d'argent, pas laissé de château, pas laissé de droit. Il a laissé autre chose. Il a laissé le rire. Un rire qui traverse les générations. Un rire qui unit les grands-parents et les petits-enfants devant la télévision chaque dimanche soir. Il a laissé des personnages immortels, Cruchot, Juve, Pivert, Don Salluste,
Charles Duchemin. Il a laissé une trace indélébile dans la mémoire collective française. Il a laissé une leçon. On peut venir de rien, être petit, bègue, complexé, immigré et devenir un géant. Il a laissé l'idée que le rire est plus fort que tout. Il a vécu comme il a joué, à 100 à l'heure, avec passion, avec rage, avec une exigence folle. Il a aimé en secret, il a souffert en silence, il a travaillé jusqu'à l'épuisement. Il a fui la gloire pour trouver la paix, et il a trouvé la paix dans la mort. Louis de Funès n'est pas mort. Il est là, dans chaque rediffusion, dans chaque éclat de rire, dans chaque « fais c'est pas le con » qui résonne encore. Il est là, quelque part au bord de la Loire, dans le vent qui traverse les arbres du château de Clermont. Il est là, éternel, immense, irremplaçable. C'était la grande chronique complète de Louis de Funès. Une vie de génie comique, de secret, de silence, de gloire et de solitude absolue. La prochaine légende arrive très bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche, et dites-moi dans les commentaires, quel est votre film préféré de Louis de Funès? Parce que derrière chaque sourire célèbre, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.